étape est bien connue de tous. M. Denis Sassou Nguesso doit avoir quitté le pouvoir avant la fin du mandat des présidents Barack Obama et François Hollande, qui sont indiscutablement les artisans de ce mouvement pour l'alternance et la sauvegarde de la démocratie sur le continent aux côtés des peuples opprimés. Nous sommes si près du but et 2015 sera une année décisive. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention de celles et ceux qui ont joué sur plusieurs tableaux à la fois. Ceux-là doivent tirer les leçons du sort réservé aux 18 députés burkinabés, de l'alternance pour la démocratie et de la fédération et du Rassemblement démocratique africain, qui s'étaient engagés au terme d'un accord secret passé entre le Congrès pour la démocratie et le progrès, alors parti au pouvoir, à voter la modification de la loi fondamentale pour permettre à Blaise Compaoré de briguer un troisième mandat. Chacun connaît la suite. Ces traîtres ont été emportés dans la tourmente au même titre que Blaise Compaoré, et les membres de son parti. Ça y est, last minute, au pouvoir finissant, se faire preuve d'amateurisme. Les conséquences d'une telle stratégie sont souvent désastreuses. Souvenez-vous de l'erreur fatale de M. Bernard Kolela, qui avait choisi en 1997 de s'allier pendant la guerre à Pascal Lissouba en acceptant le cadeau empoisonné du poste du Premier ministre, alors qu'il jouissait d'une position confortable et enviable de neutralité qui aurait pu faire de lui l'ultime recours. Chers compatriotes, en 2015, poussé par l'énergie du désespoir, le pouvoir va déployer toutes ses forces pour tenter de corrompre et d'acheter les consciences parmi nous. Nous appelons donc le peuple à la grande vigilance. Plus aucune position ambiguë ne sera désormais tolérée. Chers compatriotes, la volonté d'en finir avec les dictatures en Afrique est désormais la nouvelle stratégie politique de l'Occident. Il appartient donc aux peuples africains de saisir cette opportunité pour faire entrer définitivement l'Afrique dans l'ère de la modernité. Tant sur le plan économique, sur le plan social, que sur le plan politique, bien entendu. L'Afrique ne doit plus être considérée comme un monde à part, incapable de se moderniser. De par son histoire et sa position géographique, notre pays, le Congo-Brazzaville, faut-il le rappeler ici, occupe une place centrale sur le continent et singulièrement en Afrique centrale. Le Congo doit donc devenir un exemple à suivre, notamment en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, chers invités, chers compatriotes et chers amis,
ici présents. Le temps d'intervention étant bien entendu limité, je veux conclure en disant non au changement de la Constitution et non encore au dialogue funeste avec Denis Sassou Nguesso. Oui, cependant, au respect scrupuleux de la loi fondamentale élaborée par lui-même. Oui encore, à l'alternance démocratique dans la paix, et nous avons pleinement confiance aux forces armées congolaises, dernier rempart de notre peuple, pour que l'ordre républicain soit respecté. Je vous exprime ici mon bonheur partagé, j'espère, bien entendu, de savoir que nous vivrons bientôt la fin d'une époque. Alors que le pessimisme semblait gagner les partisans du renouveau et du changement, la victoire prévisible de notre long combat doit nous redonner encore plus de force pour croire à un Congo meilleur, démocratique, plus solidaire et plus juste. Vive l'Afrique et vive le Congo. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, bonjour. Pour un ancien étudiant en Union soviétique que je suis, je voudrais commencer par une citation. En Russie, nous disions souvent « Pavtarenye etamat utienye », c'est-à-dire la répétition, elle n'est pas autre que la mère de la connaissance. Donc, en ma qualité de coordinateur du phare, le Forum pour l'alternative et la République, je voudrais très sincèrement vous donner la position du phare sur la problématique qui est la nôtre. Nous voulons la partager avec vous parce que nous sommes d'entrée du jeu. Nous savons que la solution à la crise congolaise n'est pas une solution simple, elle est complexe, elle interpelle tout le monde, elle appelle les cadres, surtout ceux qui sont à l'extérieur, à une plus grande vigilance, parce que ici au moins en Europe, nous avons la possibilité et de réfléchir, et de manger, et de bénéficier de notre liberté. C'est pourquoi je crois que quand nous avons des opportunités, des occasions comme celle-ci, mettons à profit ces dernières pour que nous puissions, au sortir d'ici, d'avoir des positions qui peuvent être très proches, se rapprocher les unes des autres pour que nous puissions avancer. Parce que si vous avez suivi toutes les interventions qui ont été pratiquement animées avant que je ne vienne, vous aurez constaté que les points de vue sont différentes les unes des autres. Au moins sur l'approche, comment on arrive à l'accession du pouvoir. Sur la question principale qui est celle du non à la modification de la Constitution, nous la partageons tous. Mais par contre, sur comment y arriver, alors là je crois qu'il y a un peu de divergence. Donc, permettez-moi s'il vous plaît de vous livrer la position qui est celle de notre formation par rapport à la crise actuelle au niveau du pays. Donc, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, je ne peux vous dire combien je suis content d'être devant vous au moment où la lutte nous impose à nous tous une disponibilité, mais également un courage pour répondre aux aspirations de notre pays. C'est en 1945 que Jean-Félix Tshikaya prenait la décision de créer le PPC. Un peu plus tard, le tour est revenu à Jacques Opango de mettre en place le MSA.
Et enfin, Yulu emboîte le pas en 1955. Vous l'aurez compris, il s'agit du PPC, du MSA et de l'UDDIA. Pourquoi alors ces trois personnalités avaient choisi de créer les formations politiques? Je crois que la réponse a été donnée entre-temps par notre sœur qui a fait une intervention très brillante avant que je ne monte. Disait que c'est purement et simplement l'art de gérer la cité parce qu'il faut trouver des solutions. On va vers une indépendance. Il faudrait que les cadres commencent à prendre la responsabilité de la gestion de l'État. Au départ, nous avons donc choisi le multipartisme comme système de gestion de notre pays. Très tôt, les années 59, les années 60 et les années 64 ont fait la preuve qu'il y avait des limites à ce système de gestion politique. Et en 1964, avec l'arrivée du président Massamba Deba, on va donc décider de quitter le système qui semblait être difficile à gérer pour réunir l'ensemble de notre peuple au sein d'une seule et même formation politique. D'où la création du MNR. Enfin, avec toujours les contradictions, on arrive en 68, le capitaine Marien Ngouabi, pour une première fois dans l'histoire de notre pays, je crois que c'est mon très cher frère Batou qui est intervenu dernièrement, je crois que c'était le frère qui est derrière Patrice. Comment on vous appelle, s'il vous plaît, excusez-moi? Le grand frère Ntiba qui intervenait et qui faisait remarquer que c'était en 68 que le pays va basculer vers un premier régime militaire géré par le capitaine Marien Ngouabi. Et là, nous sommes partis d'un premier parti unique avec le MNR vers un deuxième parti unique qui était le PCT. Et le PCT a géré le pays dans l'anarchie et par la force depuis 1968 jusqu'en 1991. Je ne voudrais pas revenir sur tout ce que nous avons connu. Il y a M. Louzala qui a fait une intervention sur la mémoire, excusez-moi, comment ça s'appelle ? Le concept du devoir de mémoire, pour revenir sur les problématiques qui ont fait mal à notre pays, autant sur la gestion des hommes que sur la gestion de l'État. Parce qu'en ce moment-là, il y a le tribalisme, le régionalisme, la gabégia, les détournements, il y a tout ce que l'on connaît de bien et de mauvais dans le cas de notre pays. Est intervenue la conférence nationale souveraine en 1991. Pourquoi? Mais parce que le pays ne va pas bien. Là, les cadres politiques et la société civile se rendent compte qu'on ne peut pas continuer à l'intérieur du pays. Il y a des organisations qui sont au niveau du pays. Et enfin, on réussit à obtenir la conférence nationale souveraine en 1991, pratiquement. Et quand on sort de la conférence nationale souveraine, nous avons pour une fois un cadre légal pour notre pays qui pouvait nous amener à gérer le pays sans passer par le coup d'État. Parce que pour cette fois-là, nous décidons, pour combler l'erreur que nous avons connue dans les années 60, de mettre en place, de revenir sur le multipartisme. Et autant le gouvernement qui a géré la transition, autant le gouvernement qui est arrivé au pouvoir juste après la transition, aujourd'hui, cette étape-là doit être considérée dans notre pays comme étant la seule période où l'on a senti véritablement que le pays a été géré démocratiquement. Parce qu'autant sur tout ce qui concerne la liberté de la presse, le déplacement des gens et autres, là, à ce niveau-là, il n'y avait absolument rien à dire. S'il y a contradiction, alors il faudrait que les cadres que nous sommes, nous prenons l'engagement une fois ou deux, ou voilà, des occasions, créer les occasions pour que nous débattions clairement sur cette question-là. Parce que tant que nous n'aurons pas une compréhension sur l'ensemble de ces problématiques, franchement, on ne peut pas avancer. Parce que, vous savez, on est quand même dans un domaine qui est sur la politique.
n'est pas un domaine des mathématiques, parce que vous faites les calculs, ça passe vite. Mais en domaine politique, nous sommes sur les idées, mieux vaut les confronter pour avoir les harmonisations, et de ces harmonisations, on avance ensemble. Donc la seule période que nous avons eue, c'était cette période de entre 91 et 1997. En tout cas, quelles que soient les petites situations, on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il y a eu là une tentative pour aller vers une démarche purement démocratique. Alors est survenu le coup d'État de 1997 et le retour du président Sassou Nguesso au pouvoir. Pour nous, les démocrates, et en tout cas pour le phare que j'ai la charge actuellement d'animer, nous pensons que cette période, elle est une période que nous devons relever, parce que nous avons trahi la démocratie, nous avons donné libre cours à un groupe de camarades, un groupe de nos concitoyens de prendre le pouvoir, de mettre un coup d'arrêt à la démocratie, parce qu'on peut bel et bien parler de la démocratie, mais dans les actes, ce qui se passe au Congo est très loin d'une démocratie. Alors donc, la position du phare est celle qui est la suivante, qui se résume en une seule phrase. Nous disons que moralement et politiquement, nous avons le devoir de restaurer la démocratie réelle dans notre pays. C'est un défi qui est lancé à l'ensemble des démocrates de notre pays, et je crois que c'est le point que nous partageons ici tous. Pour le phare, il ne cessera d'en appeler à la prise de conscience, au patriotisme et demander l'instauration d'une république respectueuse des droits et des libertés de l'ensemble de notre peuple. Pour le phare, la république de demain doit être une république qui aura au cœur la question de l'échange, du partage, de la fraternité, de la solidarité et de l'unité nationale, parce que le souhait, c'est d'avoir une république où tous les citoyens se reconnaissent. Pour le phare, le Congo d'aujourd'hui est une jarre percée, où l'administration est gangrénée par une corruption, où les dirigeants aux hautes fonctions de l'État volent librement et pillent les richesses de notre pays. On ne peut donc pas continuer avec une équipe comme celle-là qui pille et détruise, qui limite les libertés de notre peuple. C'est pourquoi, dès l'instant que le pouvoir en place a mis en place une constitution, à partir du 20 janvier 2002, nous nous sommes retrouvés avec une constitution qui est élaborée complètement par cette équipe, et que cette constitution arrive à son terme. Nous sommes bel et bien dans la même situation qui était celle de la conférence nationale. Nous n'avons donc pas besoin de laisser passer cette occasion pour donner encore une chance de manipulation de la même constitution. Et c'est pourquoi c'était un rendez-vous pour nous, des Congolais, avec tous les démocrates congolais qui appellent au renouvellement de la classe politique. Mais quand nous disons le renouvellement de la classe politique, je partage le point de vue de notre sœur Kolela qui intervient, qui dit, mais le renouvellement ne réside pas au niveau de l'âge. Le renouvellement doit résider au niveau des idées. Et le renouvellement doit également intégrer la notion de la gestion de l'État. Au terme de ce que j'ai dit, la solidarité, la fraternité, le partage, parce que c'est autour de ces valeurs-là que nous divergeons, que nous rencontrons un certain nombre de difficultés. L'année 2016 doit nous permettre de sortir de l'emprise du tribalisme. Parce qu'une fois de plus, il a été démontré ici que pratiquement le mal congolais, le mal profond congolais, il réside au niveau du tribalisme. Donc il faut que l'on sorte du tribalisme et qu'il faut que nous revenions sur une démocratie plurielle
parce que c'est le legs de la conférence nationale, le seul cadre que nous reconnaissons jusqu'à ce jour. Force pour un grand rassemblement unitaire pour que nous arrivions au changement en 2016. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir, chers compatriotes. Bon, mais je ne veux plus revenir sur le diagnostic qui a été fait par certains camarades concernant la situation de la Constitution du Congo. À l'heure actuelle, vous et moi savions que l'économie congolaise traverse des grandes difficultés, surtout avec la chute du prix du baril du pétrole. Étant donné que notre gouvernement, quand il fait ses prévisions annuelles du budget, il table sur la vente du baril du pétrole à 100 $. Or, aujourd'hui, avec la chute du cours du prix du baril, l'économie congolaise s'effondre. Mais ça, les responsables n'en parlent pas. Ils relèguent les problèmes économiques au second plan. On y reviendra plus tard dans d'autres débats. Mais s'agissant maintenant de la Constitution, est-ce que la matrice de la nation congolaise est-elle menacée? Je dirais non. La matrice n'est pas menacée. Il n'y a aucune crise institutionnelle en ce moment précis. Je ne vois pas pourquoi M. Sassou veut nous imposer ses choix personnels. L'ensemble des Congolais ne veut pas au changement de cette constitution. Mais par la force, M. Sassou veut percer les murs. Mais devant nous, devant lui, il trouvera ceux qui s'opposent farouchement à ce changement. Chers compatriotes, je ne veux pas aller dans les détails, dans les grands détails, mais n'ayons pas le mot court. Nombreux sont les Congolais qui l'ignorent, mais je peux vous affirmer que Sassou aura beau faire, il ne pourra réaliser son rêve de changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir après 2016. Là où il est, il sait lui-même qu'il a bien longtemps, qu'il a voulu le faire, mais à chaque fois, il a toujours des obstacles qui se sont dressés devant lui, l'obligeant de reculer. C'est déjà le cas en 2009. Dans la foulée de l'élection présidentielle, il voulait modifier la Constitution, mais il avait dû renoncer à cause du printemps arabe. Car cela était perçu comme une provocation. Aujourd'hui, en 2014, il est contraint de reculer, une fois de plus, à cause cette fois de l'effet du soulèvement du peuple burkinabé et de la position des États-Unis et de la France, qui soutiennent les opposants au changement de constitution. Ce sont les signes qui ne trompent pas. Sassou en est conscient, même s'il ne laisse guère transparaître sa peur, à l'instar d'un chef de village qui fait sa peur, ne pas voir le diable pour affoler tout le village. Autre signe qui ne trompe pas, Sassou aujourd'hui est un homme seul. On l'a vu à Dakar. Il était isolé. Même son ami, le président équateur-guinéen, son candidat s'est opposé au candidat de Sassou qui Henri Lopez jusqu'à la fin. Ça veut tout dire. C'est des mauvais signes pour un président. Et Sassou le sait très bien. Chers compatriotes, la fin de Sassou et son système est inéluctable. Elle peut même intervenir avant 2016. Mais pour cela, nous devons nous mobiliser et nous rassembler pour rendre nos actions plus efficaces. À vrai dire, le plus important, le plus inquiétant aujourd'hui pour nous, ce n'est pas Sassou, mais l'éclatement des forces au sein de ceux qui s'opposent au changement de la Constitution. Au plan intérieur comme au plan extérieur, l'unité reste à construire. Au niveau de la diaspora, par exemple, force est de reconnaître que les assises n'ont pas réussi à résoudre ce problème crucial de l'éparpillement des forces. 2015 sera une année déterminante. Il nous faut créer dès à présent des conditions d'une union sacrée contre le changement de la Constitution. D'où le CELC appelle ici à l'organisation dans les meilleurs délais
d'une convention internationale de toutes les forces qui s'opposent au changement de la Constitution. Celle-ci devra avoir lieu à Paris et elle réunira sans exclusion toutes les forces qui s'opposent au changement de la Constitution. Elle sera également l'occasion d'arrêter une position commune quant à la participation ou non au dialogue proposé par le pouvoir. Il y a nécessité absolue de percer l'abcès. Chers compatriotes, nous avons tous les leviers, tant sur le plan diplomatique que sur le plan intérieur. Nous avons les réseaux sociaux sur le plan intérieur. On a les téléphones. Mobilisons-nous, créons des cellules pour mieux communiquer avec nos frères qui sont au pays. Vous savez qu'ils sont privés de médias. La télé Congo, c'est Télé Kim Il-sung. C'est Sassou en boucle. Faisons un effort, les gars. Unissons-nous. Créons. On va, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut, mutualisons toutes nos forces. Mutualisons nos moyens afin de contrecarrer ce mec. Parce que ce gars qui est en face de nous, il est redoutable. Il est très redoutable. Ne nous trompons pas d'adversaire. Ça nous unit. Ne nous trompons pas d'adversaire. Ça nous unit pour le combattre et pour le chasser. Qu'il ne finisse pas l'année 2016. Car nous, opposants, forces vives de la nation, société civile, sommes prêts à travailler pour changer ce pays. Chers compatriotes, je vous remercie. Vive la République. Bonjour mes très chers frères et amis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu tous heureux d'être ici et de parler de certaines choses. Et pour lesquelles, moi également, je suis très heureux. Je vais vous dire certaines choses que certainement, que nombreux ignorent. On a parlé de la conférence nationale souveraine. Je peux vous annoncer ici que après le partir de Bernard Kolela, le MCDDI qui avait été déposé au ministère de l'Intérieur, c'est le parti républicain que moi que j'avais créé, qui était le deuxième en 1990. Aujourd'hui, tout le monde parle de changement ou non-changement de la Constitution. C'est une très bonne chose. Mais rappelez-vous que j'en suis le premier. C'est moi le premier à l'avoir annoncé. À avoir dit en lieu public que Denis Sassou Nguesso se préparait à modifier la Constitution. Nombreux m'ont traité peut-être de fou, ce qui est très bien parce que le fou est très important dans un village. Donc il faudrait que chacun de nous sache où est-ce que nous étions, où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous allons. Il faut que chacun sache pourquoi cette affaire de Denis Sassou Nguesso existe. Nombreux peut-être ne savent pas pourquoi Denis Sassou Nguesso est rentré et comment il est rentré dans l'armée. Sachez que c'était à la veille de l'indépendance. Et il sait pourquoi il est rentré dans l'armée. Aujourd'hui, c'est le seul militaire dont chacun a pensé qu'il ne valait rien. Mais lui, il sait pourquoi il est rentré dans l'armée. C'était pas pour être militaire, mais c'était pour prendre le pouvoir. On ignore tout ça. Et on veut rigoler, on veut s'amuser, on veut faire tout. Non. Il y a un problème très grave entre le Nord et le Sud. Marine Ngouabi l'avait reconnu. En 1965, Noumazela, il le dit. Pourquoi? Parce qu'il tire les conséquences de ce qui s'était passé depuis 1945. Qu'il n'y avait que le Nord, il n'y avait que le Sud qui gagnait. Il n'y avait que le Sud qui gagnait. Mais comment on va faire, nous, au Nord, pour gagner ce vote, ou ces élections? C'est une question qui s'est posée, suite à un constat qu'il a fait. Effectivement, la réponse qu'il lui a donnée, c'est son frère Denis Sassou Nguesso. Là, le 28 septembre, on venait de valider le fichier électoral qui répondait à la question,
C'était la réponse à Nomas. Et aujourd'hui, non, on est là, on pense que Denis Sassou Nguesso, c'est le président. Mais non, Denis Sassou Nguesso n'est pas le président. Denis Sassou Nguesso n'est pas le président. Si nous attendons 2016, pour moi, 2016 n'existe pas. Aujourd'hui, ou même dans 40 ans, ou dans 50 ans. Peu importe. Ça n'existe pas 2016. Parce que quand vous parlez de 2016, moi je vais vous dire une chose. C'est tout simplement légitimer le coup d'État. Parce que cette constitution de 2016, mais c'est une constitution qui résulte d'un coup d'État. De 2002, pardon, excusez-moi. Mais c'est pour 2016, hein, ce que je voulais dire. Mais c'est une constitution qui résulte d'un coup d'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre frère Laurent, s'il a un ami qui peut lui prêter de l'argent et les armes ici, aujourd'hui, il va à Brazzaville, il fait le coup d'État. Et après, puisqu'il aura la maîtrise d'avoir commencé le coup d'État, donc il aura la maîtrise d'avoir arrêté, et puis il va faire une nouvelle constitution, et qui va dire que non, ce n'est plus 7 ans, c'est maintenant 4 ans. Donc, alors on va attendre quoi? Donc, puisqu'il a allumé le feu, il a su allumer, il a su éteindre, alors donc il va dire, bon, il y a la paix, on peut organiser les élections. Et finalement, qu'est-ce que c'est? Voilà 2016. Si on ne le comprend pas, sachez que c'est un piège. Une fois qu'on attend, on va attendre 2016, une fois qu'on va travailler avec le fichier électoral qui a été validé, hein, qu'il a fait appliquer le 28 septembre dernier, eh bien, je ne sais pas, après, c'est ça en plus ce qu'il a dit aux assises, que si Denis Sassou Nguesso ne change pas la Constitution en 2016, et qu'il présentait quelqu'un, qu'est-ce que vous allez dire? C'est lui qui l'a dit, ça c'est. Aux assises. C'est aux assises qu'il a dit. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons devant cette hypothèse. Que Denis Sassou Nguesso ne change pas de constitution. Donc il va prendre Laurent, il présente Laurent. Eh bien c'est Laurent qui va passer. C'est pas Robert qui va passer. C'est Laurent qui passera. Parce que si aujourd'hui il trouve le moyen de s'éclipser, ce que peut-être il va faire. Mais alors, c'est ça la constitution de 2002 que vous défendez? Non. Mais alors, soyons clairs maintenant quand même. Et moi, je sais que parmi vous ici, si le corps de Sassou est là accouché, ils vont prendre le couteau pour le couper. Certains vont cracher dessus. Certains vont cracher dessus. Mais moi, que vous traitez peut-être d'extrémiste, de fou, c'est un humain, je le prendrai et je l'enterrerai. Et j'attendrai que ses parents arrivent pour lui dire que non, bon, le corps de votre frère ou votre père, voilà, à tel endroit. Vous là, vous allez cracher sur le corps de Sassou Nguesso. Mais pas moi, parce que je suis humain. Moi, je ne suis pas hypocrite. Voilà. Je ne suis pas hypocrite. Ça arrive, les mariages et les divorces. Qui a oublié ça? À Brazzaville, il y a des parcelles qui ont été dont le papa est mort. Ben, l'oncle et les enfants, ben, qu'est-ce qu'ils font pour ne pas se chamailler, se quereller tous les jours? Ils mettent la parcelle en deux. Il y a les enfants qui sont d'un côté et de l'autre côté, et ça continue à vivre. Aujourd'hui, les femmes qu'on tabasse tous les jours, mais les divorces, c'est pas les radios et les télévisions ici qui nous donnent les statistiques sur les divorces? Hein? Presque 50%. De mariés qui divorcent. Mais pourquoi ils le font? Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas se supporter. C'est tout. Sassou Nguesso, après Sassou, vous avez vu, il y a tout récemment, on nous dit que non, le PCT s'est réuni et on veut Jean-Marie Michel Moukoko. On a dit, hein, on a vu sur... voilà, Jean-Marie Michel Moukoko. Quand on tuait les gens dans le sud, il était où Jean-Marie Michel Moukoko? Il était où? Mais il n'est pas du PCT en plus. Mais pourquoi on le désigne? Pourquoi on le choisit? Et parce que c'est un fils du Nord. Mais pourquoi vous ne voulez pas dire les choses? Moi, je ne comprends pas. C'est ça qui m'écoeure. C'est ça qui m'écoeure. Vous allez dire à mon frère qui est sorti, hein, vous lui rapporterez ce qu'ils sont en train de dire, pour que demain, vous ne soyez plus surpris. Moi, mon discours, il est clair, il est net. Je ne suis pas un hypocrite, je suis un homme franc. Oh, la séparation, c'est tout simplement éviter les morts. Demain. Alors, on attend 2016 pour que, alors on se mette encore dans les rues, que ça sous-prenne les armes, et tire dans les foules. C'est ça qu'on attend. C'est ce que nous voulons. Il faut le dire. Il faut le dire. On attend 2016 pour qu'on se batte encore, pour qu'on s'entretue encore. Il faut le dire. Pour moi, 2016, ça n'existe pas. Sassou, quand il est arrivé au pouvoir, avec tout ce qu'il a fait, et d'abord avant de partir, il ne voulait pas partir, j'ai suivi un DVD chez quelqu'un qui est dans la salle, dont je tairai le nom,
Et le discours de Sassou, au moment où il disait au revoir à ces militaires qui étaient là, il était sec. Voilà. Il était sec, qu'il devrait revenir au pouvoir, par tous les moyens. Autre chose pour terminer, parce que parfois, à un certain moment, voilà. Vous savez tous la date du 4 au 5 juin. Lui, il dormait, comme il le dit. Mais moi, je me suis retrouvé dans le même avion que sa femme. Je ne le savais pas, mais c'est en atterrissant à Pointe-Noire, le 3 juin, que, en sortant de l'avion, je vois Madame Sassou, accompagnée de 3 militaires, et qui sortait du même avion que dans lequel j'avais voyagé. J'ai guidé un chauffeur, le chauffeur qui était venu, parce que l'aéroport était en travaux. Et après, quand j'arrive à Bordeaux, c'est là où je vais rencontrer quelqu'un qui va raconter une histoire. Et dans cette histoire, je me retrouve. Je dis, mais tiens, c'est toi le chauffeur que j'avais guidé, qui était venu chercher Madame Antoinette à l'aéroport? Oui, il s'appelle Pablo. Et je connais aussi où est-ce qu'il a vécu, ce Pablo, à Brazzaville. C'est lui qui va me raconter ceci. Suivez un peu. Cette date-là, je ne l'avais jamais donnée, sauf à mes plus proches. Pablo, qui était donc le chef de corps, non plutôt le garde de corps de Madame Antoinette, et travaillait à Pointe-Noire. Oh, j'ai pas besoin de micro. Alors, pardon. Donc, Pablo quitte Pointe-Noire. Il vient rendre visite à son ancien patron qui était de retour. Donc, le 1er juin, Pablo va à Mpila, va voir Denis Sassou Nguesso et sa femme. C'est ce jour-là, le 1er juin, allez demander à Sassou Nguesso, il vous le dire. C'est ce jour-là, le 1er juin, que Denis Sassou Nguesso demande à Pablo, il s'appelle Pambou, vous connaissez Pambou, qu'il faut que tu repartes vite à Pointe-Noire afin de t'occuper de ta sœur. Nous sommes le 1er juin. Et c'est pour cela que le 3 juin, je me retrouve à Brazzaville, à Pointe-Noire, transporté par le même avion que Madame Antoinette. Et la nuit du 4 au 5 se passa ce qui s'est passé à Brazzaville. Et vous allez dire que non, oui, ça se va vous dire encore que non, bon, je dormais. Et le 1er juin, il était où il dormait. Donc, c'est vrai, j'ai eu des amis et j'ai des amis. Quand je me suis marié, moi, il y a le colonel Ikonga qui est venu à mon mariage. Il y a le ministre Pierre Oba qui m'a donné 200 000 francs CFA quand je me suis marié, parce que j'ai été avec, il est venu me chercher à Agri-Congo où j'ai travaillé. J'ai été planté pour lui à l'époque des arbres à Olombo. Donc, quand ce que vous dites, unité, parfois il y a plein d'hypocrisie dans cette unité-là que vous dites. Voilà, il y a trop d'hypocrisie, moi j'aime pas ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit non, pourquoi pas Sassou est président. Au nord. Non, suivez. Sassou est président. Au nord. Ah non, pourquoi pas Madame Kolela, présidente au sud. Il y a des ministres, au lieu d'avoir seulement une trentaine ou quarantaine de ministres, il y a des ministres au nord, il y a des ministres au sud, il y a des députés au nord. Donc, 2 États, 2 présidents, 2 gouvernements, beaucoup de sénateurs, il n'y aura plus de problème, on va se congratuler comme on le fait là. Et ça, vous ne voulez pas. Le problème du président, Non, faisons attention. Le problème du Congo, c'est le problème du pouvoir. Mon cher Mberi, viens aussi. C'est un problème du pouvoir. Il n'y a pas autre chose. Noumazala dit que non, mais comment nous on va faire, puisque l'électorat, il y a un problème de fief électoral. Le fief électoral, ça ne se change pas. Le fief électoral, ça ne se change pas. Moi, je ne peux pas voter, parce que c'est pas parce que je connais Willy que je vais voter pour lui. Non, je vais voter pour Yandiaï. Même à n'importe quelle heure, je vais manger. Et Willy, il a un bon plan et tout ça, là, mais pour aller là-bas, il y aura peut-être beaucoup d'intermédiaires pour arriver. Moi, chez Laurent, je n'ai même pas besoin de... Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais vous, ça, vous voulez ignorer. Voilà. Donc, voilà pourquoi, et même tout ce que j'ai prévu faire, parce que j'étais un peu choqué par le fait que je me lève. Voilà, la vérité, apprenons à être franc, apprenons à être honnête. Cette honnêteté, lui, ce n'est pas un ennemi à moi, mais c'est tout simplement,
il y a une réalité qui est là, qui est ancestrale. On ne va pas la changer. Non, on ne va pas la changer. Qui va la changer? Voilà, qui va la changer. Non, 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 non. Non. Et merci de consacrer un peu votre temps pour l'avenir du Congo, ce pays qui se meurt sous nos yeux, ce pays pour lequel de nombreuses personnes se sont battues et qui continuent à se battre aujourd'hui, mais aussi ce pays pour lequel de nombreux compatriotes ont sacrifié leur vie. Notre présence ici, chers amis, contredit ce qui est dit des Congolais, tous apeurés ou corrompus par à la solde de M. Sassou. Notre présence ici montre qu'il y a en France et partout au Congo des patriotes capables de relever le défi que nous lance le pouvoir de Brazzaville. Celui de pérenniser au pouvoir contre notre gré, car le Congo appartient aux Congolais, tous les Congolais du nord au sud, et non à Sassou et à sa famille qui s'enrichissent sous nos yeux, pendant que nous, Congolais propriétaires du Congo, subissons le dictat d'une seule famille avec la complicité de ses amis corrompus. Mon propos devant vous aujourd'hui puise sa source dans une conviction profonde et extrêmement forte, l'amour que j'ai pour notre pays, le Congo, et que je partage avec vous, j'en suis convaincu. Les forces du changement et du progrès social dont j'ai accepté de coordonner se réclament de l'opposition, mais d'une opposition non alignée derrière les partis politiques existantes, qui ne fera jamais, je dis bien jamais, de concession sur les aspirations profondes des Congolais et de tous les Congolais, à savoir la liberté, la solidarité, le progrès et le droit de choisir leur président. Notre mouvement politique a pour ambition la protection des aspirations et les intérêts des Congolais, mais aussi de proposer une alternative au pouvoir actuel. Les forces du changement et du progrès social se sont créées dans la lignée des mouvements démocratiques initiés à la Conférence nationale souveraine dans les années 1990 et qui ne put aller au bout de son projet. Les forces du changement et du progrès social se veulent les représentants de la colère de notre peuple contre le pouvoir en place. Nous nous donnons pour objectif, dans un premier temps, de lutter pour empêcher de manière pacifique le général Sassou Nguesso de se présenter à l'élection présidentielle de 2016 par le refus du changement de la Constitution, si besoin, en demandant aux Congolais, partout où ils sont, à occuper pacifiquement les symboles de l'État, les ambassades à l'étranger, les préfectures et mairies, le Parlement, les présidences et locaux présidentiels. Et dans un second temps, de proposer au pays un programme de progrès social pour le Congo de demain, un pays que nous voulons libre et prospère. Chers amis, le moment que vit le Congo est critique. Nous sommes à la croisée des chemins. Entre l'immobilisme ou le changement, il faut choisir. Il en va de la survie de notre nation. En 1997, une partie des Congolais s'est laissée berner par un homme dont la simple écoute révélait l'immodestie pathologique et l'incroyable inculture républicaine. Aujourd'hui, sa parole est démonétisée et démystifiée. Dire le contraire serait demander à la démocratie de cacher un simple sein qu'on ne saurait voir alors qu'elle réclame justice pour cette fête violée. Chers amis, tournons le dos à ces hommes politiques qui nous oppressent et qui nous tiennent en esclavage. Tordons le cou à cette mentalité qui pousse certains d'entre nous à toujours être soumis aux hommes politiques médiocres par tribalisme, par naïveté ou par appât du gain. Comme disait Jean-Paul Sartre, je déteste les victimes quand ils respectent leurs bourreaux.
C'est dans ce cadre que nous lançons un appel au ressaisissement de la part des chefs de famille congolais qui ont échoué de perpétuer les valeurs cardinales sur lesquelles fut bâtie notre société. L'Église, la famille et l'école. Ils se sont rendus ainsi coupables d'avoir livré, sans défense ni repère, la jeunesse congolaise, l'avenir du Congo à la rue et aux politiciens de tout poil. L'Église, autrefois université de modestie, de simplicité et d'amour, a été transformée en un lieu d'apparat des conducteurs de basse moralité et de formation biblique douteuse, doté d'un puissant flair pour les affaires. Les faux pasteurs et faux hommes de Dieu qui pullulent dans nos villes et villages déshonorent le vrai Dieu et avilissent son peuple en profitant de leur soif pour la vérité pour trafiquer allègrement dans leur dos, au nez et à la barbe des pouvoirs publics. La force publique, dirigée par les généraux affairistes, se dégrade chaque jour un peu plus. En plus des multitudes de recrutements complaisants, le manque de formation commune de base, véritable, a transformé le policier de bas rang en un redoutable braqueur et son supérieur en parrain et monneur des services publics. Aujourd'hui, la présence d'un élément de la force publique inspire mieux de la méfiance et au pire de la terreur. L'un des problèmes du Congo, c'est aussi sa classe politique. Cette classe politique, très souvent, ne parle du peuple que théoriquement pour satisfaire ses propres intérêts en réalité. La classe politique congolaise, disons-le, est incompétente et complice. Incompétente parce qu'incapable de s'adapter aux exigences nouvelles des sociétés démocratiques. Complice pour la non-dénonciation des vieilles méthodes. Décrédibilisée, teintée de machiavélisme primitif. On n'est pas loin de croire que l'objectif commun inavoué de l'écrasante majorité de la classe politique congolaise, à laquelle s'est adjointe une large partie de l'élite peu scrupuleuse aujourd'hui, soit de maintenir le statu quo afin de garantir à chacun sa part du gâteau. Le problème du Congo, c'est aussi et surtout son président de la République, qui est aussi le magistrat suprême, le chef de l'exécutif, le chef suprême des armées, le garant des droits et libertés fondamentales, qui semble avoir perdu le contrôle de l'avatar qu'il a vu naître depuis 1998. Son âge, son état de santé et ses multiples retraites dans son village et à l'étranger devront-ils excuser son laxisme et son désintéressement aux aspirations profondes de notre société? Non, chers amis. Lorsqu'un fruit est trop mûr, il finit par pourrir. Chers amis, notre Congo est en quasi-faillite. La République n'y est qu'incantatoire. L'impunité, une règle. Et l'amateurisme, une exigence. Après 32 ans de pouvoir sans partage, Sassou va nous léguer un pays ébréché. Un pays où règnent les inégalités sociales criardes, où la vénalité et l'impunité sont désormais des normes. Le triste bilan de l'héritage de Sassou se résume en quelques points. Besoins fondamentaux du peuple congolais non pris en compte. Inégalité criante. Pays plongé dans une extrême pauvreté. Idéologie tribaliste et obscurantiste pour protéger les intérêts d'une minorité. Pouvoir autoritaire et absence de démocratie. Incompétence des soi-disant élites. Corruption généralisée au sommet des hiérarchies. Pays en perte de valeur. République des copains et des coquins. Jeunesse en perte de repères et sans défense. Image internationale désastreuse.
Aujourd'hui, tous les Congolais se posent la question de savoir qu'a fait l'État congolais pour son peuple. La réponse est évidemment sans ambiguïté, pas grand-chose. Ce n'est pas ce Congo que nous voulons léguer à la prospérité. On est en droit de se demander aujourd'hui comment cet homme qui a passé 32 ans au pouvoir et a pu à ce point dévoyer les institutions dont il est le garant, a ruiné les finances publiques par des méthodes douteuses et promouvoir des antivaleurs, peut-il prétendre se présenter devant les Congolais comme l'homme providentiel? Monsieur Sassou, au lieu de vouloir un autre mandat, devait se réjouir du fait qu'aujourd'hui les Congolais pensent encore à lui accorder une retraite tranquille. Il devrait savoir que son entêtement, sa volonté à vouloir, contre la vie des Congolais, rester au pouvoir à vie, peut inverser cette tendance, si ce n'est pas déjà le cas. Le général Sassou Nguesso doit savoir qu'il n'a pas le choix. Il doit quitter pacifiquement le pouvoir à moindre frais, puisqu'il n'a plus le soutien de la France ni de la francophonie, et que l'usage de la force contre son peuple le conduirait directement au tribunal pénal international. Chers amis, nous n'avons plus rien à attendre de M. Sassou, usé jusqu'à la corde, incapable de gérer un pays moderne. Nous n'avons pas besoin d'un dialogue avec le pouvoir actuel. Nous n'avons pas besoin d'une période de transition, d'une transition entre l'ancien et l'ancien. Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement d'union nationale avec M. Sassou comme président. Le sort de M. Sassou ne nous intéresse pas. Il doit simplement, dans le meilleur des cas, aller au bout de son mandat et partir. Ceux qui prônent le dialogue avec M. Sassou sont contre l'alternance et de facto dans la même logique que le pouvoir actuel. Le dialogue organisé par le pouvoir ne serait qu'un dialogue en trompe-l'œil. Avec M. Sassou, nous savons d'avance, expérience à l'appui, comment les concertations commencent, comment elles se déroulent et comment elles se terminent. Dans le contexte actuel, le scénario de ce dialogue est déjà écrit. On met dans une salle des adversaires alliés intellectuellement fatigués et corrompus. Très bien. On organise un échange. Entre d'anciens camarades du PCT, puis on met en place un gouvernement de transition de dupes. Ensuite, pour faire plaisir au prince, les différentes parties conviennent de la convocation d'un référendum de dupes. Tout cela dans le dos du peuple congolais qui souffre depuis 32 ans le martyre de ce pouvoir inique. Nous disons non, non et non. Vous savez, Nelson Mandela disait « Seuls les hommes libres peuvent négocier ». Le peuple congolais aujourd'hui n'est pas un peuple libre, donc pas en capacité de négocier quoi que ce soit. Tous les hommes politiques qui tenteront cette aventure ne seront pas suivis par le peuple et seront considérés par les forces du progrès comme des traîtres. Nous devons donc nous opposer par tous les moyens à cette initiative dont les deux objectifs sont le partage du pouvoir entre les hommes politiques en perte de valeur et en manque d'idées et la pérennisation de la dictature au Congo. Le renouvellement de la classe politique congolaise, c'est pour maintenant. Le message des Congolais est simple. Ils veulent le départ pur et simple de Sassou et refusent tout changement de constitution qui lui permettrait de se représenter. Chers amis, nos exigences sont claires et tiennent en deux principes. La dissolution de la CONEL actuelle et la reprise du recensement. Si ce
ces deux exigences ne sont pas prises en compte, nous lancerons un mot d'ordre de mobilisation générale. Le peuple congolais prendra ses responsabilités et la rue parlera. En termes de mobilisation, le Burkina Faso nous a montré la voie et la France a apporté son soutien à son peuple en affirmant qu'elle soutiendrait avec l'ensemble des pays francophones tous les peuples africains qui refuseraient de se maintenir au pouvoir à vie les dictatures en place. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'Afrique si les peuples suivent le modèle burkinabé. À ceux qui affirment que le Congo n'est pas le Burkina Faso, je vous dis oui, vous avez raison. Le Congo détient le record des insurrections populaires. Nous avons déjà chassé 4 présidents par cette méthode. En 1963 contre Youlou, en 1968 contre Massamba Deba, en 1979 contre Yombi Opango et en 1991 contre Sassou. Lorsque les enjeux vitaux des Congolais sont engagés, notre peuple sait réagir et il le fait de manière massive et pacifique. Chers amis, il n'y a pas d'ambition collective, pas de progrès humain sans l'attachement de quelques-uns à vouloir construire ensemble un bien commun au service des autres. À tous ceux qui sont dans le noir, je vous invite de sortir maintenant et d'approcher vers la lumière qui est la vérité. Il ne s'agit plus de question de majorité ou d'opposition, mais fondamentalement d'un problème entre d'un côté les patriotes qui veulent le changement et l'alternance, et de l'autre ceux qui militent pour l'intérêt personnel et le pouvoir monarchique. Chers amis, on n'incarne pas le renouveau ou le changement simplement parce qu'on a été membre de l'opposition pendant 10, 15 ou 25 ans. Le changement, c'est un état d'esprit. C'est aussi reconnaître qu'à un certain moment de sa vie politique, on s'est trompé. Le changement, c'est surtout montrer sa volonté d'aller vers l'avant, la volonté de tourner la page consternante et humiliante que vit le peuple congolais. Oui, comme au Burkina Faso, un large rassemblement des patriotes est aujourd'hui nécessaire pour mettre en déroute les putschistes de tout poil. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui au rassemblement des forces acquises au changement. L'avenir de notre pays mérite que nous taisons nos différences. Face au cynisme et à la médiocrité du pouvoir actuel, nous devons nous rassembler, nous devons finir avec cette incapacité à trouver un consensus. N'ayez pas peur de positiver. Dites qui vous soutenez. Notre camp ne manque pas de talent et d'hommes d'expérience. Vous savez, chers amis, Nelson Mandela disait « J'ai dédié ma vie à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu la domination blanche et j'ai combattu la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle tous vivraient ensemble dans l'harmonie avec d'égales opportunités. C'est un idéal que j'espère atteindre et pour lequel j'espère vivre. Mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. C'est aussi pour cet idéal, chers amis, que nous tendons la main à nos frères qui, à un certain moment de la vie politique, se sont retrouvés de l'autre côté, du mauvais côté, diront certains. Nous pouvons nous retrouver, chers frères, sans crainte, parce que le peuple congolais du nord au sud souhaite ce rassemblement. Chers amis, ce n'est pas avec Sassou que le Congo va rentrer dans une nouvelle ère politique, car il a échoué en 32 ans de présidence et en 48 ans de gouvernance publique depuis 1968. Monsieur Sassou appartient à une vieille génération antique et usée qui a plongé le Congo dans l'obscurantisme avec la pratique systématique du tribalisme, de la militarisation de la politique, des crimes économiques et autres forfaitures. Monsieur Sassou Denis et ses petits camarades du chemin d'avenir
sont une erreur de l'histoire du Congo-Brazzaville. Chers amis, refusons d'être la honte de notre génération. Refusons d'être jetés dans la poubelle par les contrebandiers de l'histoire politique de notre pays. C'est pourquoi je lance un appel patriotique à tous les Congolais pris de paix véritable et d'amour avéré pour les Congolais et pour le Congo, à prendre conscience, à se préparer et à préparer chacun dans son entourage au changement. J'invite les hommes et les femmes politiques, les leaders d'opinion de la nouvelle génération à sortir du bois pour commencer à encadrer l'envisageable et le très probable refoulement du peuple frustré de façon à rendre l'expression de leur ras-le-bol pacifique et non violente. Vous êtes nés et avez été formés et préparés pour ce moment précis de l'histoire de notre pays. Soyez des hommes, prenez position sur votre intime conviction et préparez-vous à canaliser la brutalité aveugle qui s'invite lorsque les masses se décident par elles-mêmes de faire l'histoire. Le temps nous est compté, car il se pourrait que le peuple se réveille dans sa torpeur plus tôt que prévu. Ne vous fiez pas aux apparences. Il nous faut agir ensemble et maintenant, dans l'unité et la cohésion. Attendre 2016 risquera d'être trop tard. Nous devons nous battre parce que c'est du combat pour l'égalité que naît la démocratie. Parce que c'est autour de cette promesse d'égalité que notre République se déploie et autour d'elle que la cohésion nationale s'organise. Mais l'égalité n'appartient pas uniquement au régime des valeurs, elle demande des actes. C'est pourquoi, chers amis, pour terminer, je vais vous dire juste un mot, que l'avenir du Congo est entre nos mains et dans nos cœurs. Vive le Congo, vive les forces du progrès, je vous remercie. Dans la politique, c'est l'acceptation de la contradiction. Bon, c'est une émotion que je ressens en m'asseyant parce que bon, ce serait tellement beau qu'une manifestation aussi importante, il n'y ait pas quelques échauffourées. Depuis quand avez-vous déjà vu rassembler quelque chose qui n'est pas épars? Et nous l'avions dit. Sambati Ngumbi est là, Laurent Nzaba, Didier Milébé, bienvenue Mabile Bono, qui s'est excusé, John Binit, Robert Kwatipangou, Lydie Koulela, qui avait travaillé avec nous à partir du téléphone. Nous avions dit une chose. Nous voulons simplement insuffler aux Congolais le goût du changement. Voilà pourquoi nous avions dit, rien ne sert de faire de la parole son praxi. Et ceux qui ont été agréablement ou désagréablement surpris de constater que dans les campagnes de communication figurait, en place aussi importante et normale, la présence de l'État du Sud, non pas notre volonté de pouvoir cautionner la division comme étant définition du non-sens parfois de l'être humain, mais simplement parce que nous pensions, plus que les Congolais seront libres de dire ce qu'ils pensent, plus nous serons, même si divisés, mais nous serons toujours ensemble. N'oublions jamais que les grandes nations se sont aussi créées par la désagrégation parfois des peuples et par l'agrégation de certains peuples aussi. Bravo. Madame, monsieur, j'espère bien que nous ne sommes pas en dictature, mais l'affiche le disait bien que nous étions là simplement parce que nous ne voulions plus
que M. Denis Sassou Nguesso reste au pouvoir. Nous prenons l'engagement de cœur avec ceux qui sont au pays que cet homme est même la conséquence de la création de l'État du Sud. Oui, voilà la vérité. Parce qu'un peuple frustré, un peuple stigmatisé, arrive toujours à l'extrémisme. Quand je parle d'extrémisme, je ne parle pas d'extrémisme, je parle de ce qui est extrême. Deux choses tout à fait différentes. Madame, je crois qu'on va clôturer par une note assez intéressante. Je voudrais vous présenter l'ouvrage de notre ami Pascal Malandar. Je lui ai posé la question et il pourra éventuellement partager J'arrive comme un cheveu sur la soupe avec une réflexion. Ce n'est pas un ouvrage, c'est une réflexion que j'ai voulu. J'ai essayé de rassembler quelques pensées qui me permettent aujourd'hui, avec une très grande tristesse, mais en même temps une très grande joie, de voir que vous êtes ici, que nous sommes ici un vrai laboratoire, un échantillon du peuple congolais, avec toutes ces divisions et toutes ces aspirations. Il y a l'unité et il y a des aspirations. Et je salue très bas les organisateurs de cette rencontre pour l'occasion qu'ils ont donnée à tout le monde de s'exprimer et de participer à cet échange. J'ai choisi la couleur jaune pour ce petit pamphlet qui vous surprendra. Prenez le temps de lire. Si ça ne vous intéresse pas, vous en faites dans la tolérance, vous pouvez le transmettre à une autre personne. C'est gratuit. Vous pouvez même le jeter. Et j'ai mis mon courriel. Vous pouvez apporter des suggestions. La couleur jaune n'a pas été choisie au hasard parce que nous avons devant nous le drapeau congolais, le drapeau tricolore congolais. Et en nous observant ici, j'ai remarqué qu'il y avait en bas le rouge, des gens qui avaient, j'ai même suivi sur les médias, le carton rouge qui a été livré, qui a été présenté au pouvoir. Donc, il est représenté ici. Des gens qui veulent que le pouvoir s'arrête sans condition et qu'il dégage. Vous avez en haut des gens qui doivent carton vert, donc qu'il peut continuer, qu'il peut changer la constitution, qu'il peut perdurer. Et au milieu, je crois qu'il y a l'immense majorité des Congolais qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Et j'ai voulu apporter ma modeste contribution en étant la voix de ces sans-voix. Parce que cette immense majorité qui se retrouve coincée entre les extrêmes observe aujourd'hui avec inquiétude le temps passé. Et les divisions que nous avons observées ici ne sont pas propices à l'émergence d'un Congo stable, moderne et uni. Et je souhaite que ceux qui pensent que cette frange de la population, que je crois être infiniment majoritaire dans le pays, pourra s'exprimer pour dire, en un mot, pas de changement de constitution, mais en même temps, un départ dans l'honneur et dans la tranquillité. Parce que j'ai résumé quelque part le drame de notre pays. 6 présidents de la République, et sur les 6, il y en a 5 qui sont partis dans des conditions effroyables. Donc aujourd'hui, vous l'avez condensé ici, M. Sassou Nguesso doit se poser des questions sur son avenir. Et son avenir dépendra de nous. Il dépendra de cette grande majorité. Si elle s'exprime, c'est elle qui va, non pas par un référendum, on n'a pas besoin de référendum, les choses sont claires, la Constitution est maintenue, on négocie les conditions d'un départ. Je vous remercie. Je voudrais féliciter les amis initiateurs de la présente rencontre.
Elle a été très riche et mon cher cadet, chers amis, toutes mes félicitations. Je voulais cependant donner mon point de vue, étant donné que nous sommes dans ce contexte-là. Je suis devant vous là une grosse victime. Il y a quelques années, j'étais le père d'un enfant de 28 ans qui aurait eu aujourd'hui certainement 45 ans. Je n'ai jamais, malgré ce que j'ai été dans ce pays, réussi à avoir le corps de mon fils. Je ne sais pas où est-ce qu'ils avaient jeté son cadavre. Et personne ne m'a jamais dit pourquoi il l'avait fait. Et pourtant, je reste patriote. Je reste un nationaliste. Je voudrais aussi vous dire, je voudrais aussi vous rappeler ce qu'un camarade a dit ici, un frère, quand il a dit comment Sassou a charmé des individus au point de devenir ses complices. Et là, suivez-moi bien, des hommes qui s'étaient lancés dans la politique avant nous avaient dit les idées, lorsqu'elles pénètrent les masses, elles deviennent une force matérielle. Sassou l'a pratiqué et d'autres penseurs pourraient s'y engouffrer. Mais et pourtant, moi je suis pour le dialogue. Mais pour dépassionner les débats, à certains moments, je voudrais que certaines choses soient dites avec un cadre de modération assez patriotique. Voilà pourquoi j'avais dit à mon cadet, Onyami, tu ne peux pas applaudir parce que moi qui vous parle, jamais je n'irai devant une tribune pour dire que tous les originaires du Nord sont les complices de Sassou Nguesso dans sa criminalité. Ça, je ne dirai jamais. Et pourtant, je dispose des éléments qui me permettent d'affirmer que certains individus, effectivement, sont les complices, ils sont comptables. Mais pas seulement eux. Je vais certainement vous étonner. Des individus d'autres régions ont commis des crimes graves sur les originaires de leur propre région. Je vous parle de mon fils. Je vous parle de mon fils. Mais celui qui a tiré sur mon fils, c'est un homme du poule. Donc, non, s'il vous plaît. Non, chers amis, ce n'est pas ça. Non, soyons sereins. Voilà pourquoi moi j'ai parlé de cela. Il ne faudrait pas que certaines idées atteignent une partie de notre population au point de l'engager sur une voie qui serait certainement celle de la division. Voilà l'objet de mon point d'ordre de tout à l'heure. Mais sinon, moi, je suis pour le dialogue, je suis pour que quiconque a une idée s'exprime. Je vous remercie. Vous ne me virerez jamais, parce que, qui lui l'a dit la dernière fois quand nous étions à la gare du Nord, que je suis l'un des rescapés qui reste avec vous, qui restera avec vous jusqu'au soir du départ de Sassou. D'abord, je salue les organisateurs de la rencontre. C'est une belle réussite, la salle est pleine, elle est pleine. En dépit du petit tumulte qu'il y a eu, la salle est restée disciplinée pendant tous les débats. Quand j'ai vu le flyer de Nzaba, j'ai hésité, pour des raisons personnelles, mais j'ai décidé de venir. J'ai décidé de venir, et ceux pour lesquels j'avais quelques hésitations, malheureusement, c'est neutralisé, mais c'est passé. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est revenu plusieurs fois ici la question de rester ensemble.
j'ai entendu Luemba parler, j'ai entendu Onyami lui-même parler, j'ai entendu mon frère Nzaba parler. À chaque fois, comme un leitmotiv, vous voudriez que nous soyons ensemble. Et ce qu'à Paris, il est fait l'effort d'être ensemble. Et ce qu'à Paris, il est fait l'effort que vous alliez à toutes les réunions, toutes les manifestations de Congo Asika. Et ce qu'à Paris, il est fait l'effort d'aller à toutes les manifestations des assises. Et ce qu'à Paris, il est fait l'effort d'aller devant l'ambassade. Et ce qu'à Paris, il est fait l'effort d'aller aux marches. C'est d'abord le premier boulot d'étranglement qu'il faut régler, qu'il faut dénouer. Parce que nous disons qu'il faut aller partout, mais je vois de fait des têtes nouvelles ici qui ne vont nulle part. Mais il y en a qui vont partout et toujours. Donc il faut d'abord prendre l'engagement d'y aller partout. C'est la première condition. Maintenant, la question de Sassou est déjà réglée. Non, écoutez-moi. La question de Sassou, je crois, elle est déjà réglée. Vous avez beau dire que Sassou partira, on ne sait pas comment, mais au plan moral et politique, la question de Sassou est réglée. Maintenant, ce qui nous reste à regarder comme il faut, et ce qu'il va en 2015, et ce qu'il va en 2016, qu'il aille en 2015, qu'il ait en 2016, sa question est réglée. Maintenant, le plus important pour nous, ce sont les suites, au-delà du départ de Sassou. Comment les choses vont se passer? Jusque-là, nous crions qu'il faut respecter la Constitution. Mais si ça se va en 2015, nous faisons comment? Nous lisons la Constitution comment? Ceux qui sont opposés au dialogue, ils font comment? S'il va en 2016, nous lisons la Constitution comment? Ceux qui disent qu'il faut le dialogue en 2016, ils font comment? Donc, à la question principale du départ de Sassou, il faut lier la question subsidiaire de la manière de gérer l'au-delà de Sassou. Ça, c'est capital. Ça, c'est capital. Il vaut mieux que chacun d'entre vous, dans le milieu où nous sommes, que nous réfléchissions à la question subsidiaire de gérer l'au-delà de Sassou. Ou en 2015, ou en 2016. Tout entendu que d'ici là, nous sommes tous pour le respect de la Constitution, mais comment nous allons mettre en pratique cette question du respect de la Constitution s'il va en 2015, s'il va en 2015 par un mouvement populaire, s'il va en 2016, n'ayant pas mis en place les élections, parce que Sassou peut faire la chose suivante de manière cynique. Il dit demain, dans 4-5 jours, le 31, je respecte la Constitution, comme on me le demande. Et très bien, il fait la Saint-Sylvestre avec ses militaires, le temps se passe bien, si le rapport de force n'est pas renversant en notre faveur, il demande à Boulou, le 31 janvier 2015, de lancer les candidatures à la présidentielle. Puisque je respecte la Constitution, puisqu'on me demande de respecter la Constitution, je respecte la Constitution, je ne suis pas candidat, j'ai plus de 70 ans, mais l'État était en droit et en devoir d'organiser l'élection. Il dit en Boulou, à 2015, décembre 2015, de lancer les candidatures à la présidentielle. Parce que la question principale, c'est de régler la question du rapport de force. Si elle n'est pas réglée, nous faisons comment? Si Sassou dit, je ne suis pas candidat, le temps s'écoule. En décembre 2015, il dit à Boulou, l'État c'est moi, partout on me demande de respecter la Constitution, ouvre les candidatures. Je ne suis pas candidat. Nous faisons comment? C'est pour cela qu'il faut régler la question d'être dans la rue. Je disais la fois dernière, quand nous étions à la gare du Nord, indépendamment de ce que nous pensons du dialogue, il y a un dialogue obligatoire sur la question électorale. Que ce soit en 2015, que ce soit en 2016, ce dialogue, il est obligatoire. Les listes électorales doivent être consensuelles, le découpage doit être consensuel, la question de la commission électorale doit être consensuelle. Maintenant, il y a notre ami Luemba a posé une question importante que je soulève dans l'interview que les amis de Congo Liberté m'ont fait écrire, qui a été publié hier, que j'ai distribué longuement, envoyé longuement dans les boîtes de réception, vous avez dû la voir. Je pose la question de la mise en commun de toutes les forces qui sont pour l'alternance démocratique.
Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est deux choses. Ça se doit partir et l'alternance démocratique. Mais si toutes les forces qui sont pour l'alternance démocratique commencent à travailler ensemble, parce qu'il faut bien qu'un jour, ici à Paris, Congo-Sika, les assises, la fédération UPADES, les forces de changement, nous discutons ces questions-là. Puisque le dénominateur commun, c'est l'alternance démocratique. C'est ça qui nous unit. Il faut bien que nous trouvions le compromis pour gérer l'alternance démocratique. Donc, c'est la question soulevée par Louemba, que j'ai initialement soulevée dans mon interview. Il faut que nous la posions clairement. Nous devrions rapprocher les forces qui sont autour de la question de l'alternance démocratique. Si on doit la régler aux assises, tout le monde vient aux assises. Si on doit la régler avec les amis qui sont au collectif, il faut qu'on la règle ensemble. Mais il faut qu'à un moment donné, nous nous asseyons pour régler cette question-là. Parce que c'est une question fondamentale. Enfin, il faut que à Paris, vous continuez à ne pas gérer la question générationnelle. Vieux, jeune, vieux, c'est une question qui est malsaine. Sassou n'a autour de lui que des bébés. Ils ne font rien. Quand nous entendons au Kémi, on est déçus. Quand on entend à Kuala, qui est la même terre du côté de ma mère, on est déçus. Quand on entend au Ndongo, il est hyper milliardaire en peu de temps. Donc la question de l'âge est une question qui n'est pas bonne. Demain, et c'est ici, en Tunisie, il a 88 ans, il sera élu. Il sera élu. Donc c'est une question qui est une question gênante, elle démobilise. Il ne faut pas se préoccuper de ça, il faut se préoccuper des gens qui ont des idées que tout le monde porte, et j'en ai terminé. Compatriotes, mesdames et messieurs, honorables partisans du changement, je vais avoir une pensée particulière à tous les doyens qui ont commencé ces rencontres depuis un certain temps, et surtout le ministre Ota qui a dû nous quitter. Vraiment une pensée particulière, nous vous portons. Quand nous parlons de questions générationnelles, comme l'a dit la sœur, c'est d'abord dans la tête. Et pour qu'il n'y ait pas incompréhension, je vais me permettre de relever deux choses. Entre-temps, vous avez vu qu'il y a une échauffourée avec mon parent, ami, Willy Onyami. Non, c'était avec Pati Pangou. Non. Laisse-moi d'abord parler, s'il te plaît. Il va falloir que j'éclaircisse un peu. Parce que là, ça risque de porter préjudice. Je n'ai pas, excusez-moi, je n'étais pas contre les paroles prononcées par Robert Poitiers-Pongou sur le texte du Sud, mais j'avais sollicité, parce qu'on était un peu amorphe, que nous étions dans un débat contradictoire. Si le doyen Touanga avait pensé qu'il fallait contrecarrer sur le pied levé, il fallait lui donner la possibilité de parler. Donnez-moi encore 5 minutes. Vous avez parlé, je crois que mon binôme Mouri Louzala l'a bien dit, le concept devoir de mémoire. J'aurais bien voulu qu'on se le dise. L'histoire du Congo a été tronquée. Et celle qui est écrite, comme l'a dit le doyen Touanga, celle qui est écrite, si elle va dans d'autres générations, elle va mettre le feu. Nos parents, nos petits-enfants risquent de ne plus se parler. Alors, que s'est-il passé? Aucune décade de notre pays n'a pas connu du sang, n'a pas connu du mensonge. Je ne vais pas remonter peut-être aux années 50, comme l'a fait mon ami et collègue de l'Union soviétique Jean-Didier Milébé. Mais je dirais, déjà dans la décade 58-59,
50, 60, nous parlons des événements de 59. N'oublions pas dans la décade 60-70, nous parlons des événements de 65, de 70, de 72 et de 77, qui, à notre humble avis, représentent le talon d'Achille. Ce que Robert Poitipongo appelle l'hypocrisie, mais c'est le talon d'Achille de la construction de la nation congolaise. Je n'aimerais pas citer certains noms, mais vous ne avez pas oublié aussi que dans la décade 80-90, il y a aussi eu UTA, il y a eu le soulèvement des étudiants, et quand on repart 90-2000, nous parlerons de 97, où le combat politique de feu président Bernard Kolela a été vilipendé. Nous irons maintenant dans la décade 2000-2010 pour qu'on était à l'étranger, mais nous sentons comment le sang a circulé au Congo. 2010, et maintenant là, dans la décade qui va, dois-je citer 4 mars? Peut-on oublier le 17 décembre dernier? Mais qui est le comptable? Qui est le comptable de ce sang versé? De cette duperie intellectuelle politique? Je vous laisse le temps, vous, population du Congo à l'étranger, de dire. Mais j'aimerais juste vous dire que n'oublions pas. Ça, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, à la table de Ndudiganga, à la table de Samba Diankumbi, venaient manger beaucoup de leurs confrères. Parce qu'à l'époque, c'était des idées. Nous devons sortir de la capacité de la description. Parce que la description, l'état chaotique du Congo, on ne va pas se le citer. Il faut rentrer dans la capacité analytique et poser des actes. Au jour d'aujourd'hui, la plateforme initiée par Laurent Zaba pour le faux changement, c'en est un. Mais allons-nous construire ce pays de demain? Allons-nous chercher à gouverner demain sans avoir fait un état de lieu? Sans avoir savoir à se parler? Et nous pensons que nous mettons sur la place de Paris, jusqu'au Congo-Brazzaville, nous disons ceci, pour qu'on apprenne à se parler, il faut qu'il y ait un devoir de mémoire, une relecture historique, pour que ce sang versé, et je ne vais pas citer toutes les tombes qu'on ne va pas, on aura sous d'autres temps le temps de parler, mais je tiens à dire, comme disait un grand homme politique d'État, pas soviétique, mais celui-là, le Boé Tonga pourra se rappeler de lui, il avait dit en mandarin, voilà ce qu'il avait dit: tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts, et ça a quitté. Donc je sais que nous sommes impatients.